matin. Bonjour Pierre Brandet. Bonjour. Vous êtes historien, responsable du patrimoine à la Fondation Napoléon. Je rappelle vos 2 livres, Napoléon à Sainte-Hélène et les écrits clandestins de Napoléon à Sainte-Hélène aux éditions Perrin. Face à vous, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Yves Calvi. Il y a 200 ans, jour pour jour, donc Napoléon mourait sur l'île de Sainte-Hélène, seul, déchu, et après avoir tant œuvré pour la France, pense en tout cas le président de la République qui va s'exprimer aujourd'hui. Alexis Corbière, faut-il célébrer ou commémorer Napoléon? Et est-ce que vous comprenez la nuance présidentielle qui nous dit on peut commémorer sans célébrer? Quand le président de la République s'exprime, il parle au nom de la République et finalement, il commémore, il célèbre, il fait tout en même temps. Ça, c'est une subtilité qui, de mon point de vue, ne passe pas. Que les choses soient claires. Napoléon est un personnage majeur de notre histoire, évidemment. Et il est important qu'à l'occasion de cette date, on aime les dates, et c'est des moments intéressants pour parler, oui. Il faut que les historiens s'expriment. Moi, j'ai Pierre Brandet en face de moi, je lis ses livres, Thierry Lance, Jean Tullard, la liste est longue de tous ces grands historiens. On peut être en désaccord avec certaines choses, mais qu'il y ait des expositions, c'est fabuleux. Je constate que vous êtes curieux, ce qui est déjà une bonne chose. Oui, non, mais il faut aimer l'histoire. Un pays qui oublie sa mémoire est un pays qui n'a pas d'avenir. J'ai pas de problème avec ça. Et il serait folie d'imaginer qu'on va effacer les tableaux, je ne sais trop. C'est pas ça le sujet. La question, qui vous choque ? Quel est le problème ? Quand le président de la République prend la parole, là, c'est un usage politique de l'histoire. Que va-t-il dire ? Que veut-il dire exactement ? Et moi, j'ai le sentiment, d'ailleurs, ça devient confus, parce qu'il va faire du et en même temps. Quand le président de la République, à mon avis, soit il approuve, soit il condamne. Soit il nous dit que cette période est bien. Par exemple, moi, je serais pour qu'un président de la République s'exprime le 21 septembre chaque année pour dire que c'est le moment où la République, en 1792, est née dans le pays. Mais là, il veut nous dire à la fois qu'il y a des choses bien, des choses pas bien dans Napoléon. On va s'y perdre. Oui. Moi, je pense que Napoléon, là, j'ai un désaccord après, est celui qui met un terme à l'expérience révolutionnaire, à la République, par un coup d'État, et qui, progressivement, en 1799, amène à ce que, en 1802, ça va être l'Empire, le rétablissement de la noblesse d'Empire, un ordre social qui, de mon point de vue, ne correspond pas à ce que je vais considérer comme étant la dynamique de la Révolution française, qui était la souveraineté populaire, la démocratie, etc. Eh bien, vous venez de l'exprimer avec beaucoup de mesures. Oui, mais ça c'est un débat. Mais attention, parce qu'un président de la République n'est pas un professeur d'histoire. Un président de la République, les historiens doivent nous aider à réfléchir. Un président de la République, lui, il fait de la politique. Et il dit à un peuple, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et attention, alors, et je termine parce qu'il faut aller vite. Après, le problème qu'on a, c'est le bonapartisme. C'est-à-dire qu'en 2021, certains, de mon point de vue, ont peut-être une nostalgie dans ce moment trouble dans lequel nous sommes aujourd'hui, que finalement la République, la démocratie, c'est une perte de temps, ça marche pas. Rien de tel qu'un homme fort qui revient dans le débat, un peu lié au pouvoir militaire, ça remettrait de l'ordre. Suivez mon regard, il y a encore une semaine, on parlait du fait qu'on avait quelques militaires qui nous disaient « ça continue comme ça, on va devoir intervenir ». Et là, le bonapartisme revient, et là, j'ai une inquiétude. Alors, vous venez de brillamment démontrer que le président de la République allait faire de la politique aujourd'hui, que vous faites vous aussi. Oui, moi je suis député, c'est tout à fait normal. Je me prétends pas historien. Pierre Brandet, comment vous trouvez-vous au milieu, pardonnez-moi, Brandat, au milieu de tous ces débats du moment? Et est-ce que vous comprenez que la polémique ait pu monter un petit peu en pression? Alors la polémique sur Napoléon ne date pas d'hier, elle date de plus de 200 ans. Et effectivement, je suis historien, pas homme politique. Le désaccord avec Alexis Corbière porte sur la continuation ou non de la Révolution française. Moi, je prétends que sans lui, la Révolution française, enfin les idéaux qu'elle a portés, se seraient arrêtés ou diffusés beaucoup plus lentement. On aurait sans doute eu une restauration avant l'heure. Quant au coup d'État, la Révolution n'a été qu'une suite de coups d'État, notamment dans même le directoire qui a précédé Napoléon s'est maintenu au pouvoir en envoyant quand même les autres parlementaires au bagne. Donc c'est quand même ce que n'a pas fait Napoléon. La Révolution a été quand même une grande guerre civile et qui a entraîné déportation, emprisonnement et exécution. Donc Napoléon met un terme à tout ceci et arrive à mettre en place et poser des masses de granit, comme il le dira lui-même, qui mettent l'égalité, la fraternité, je rajouterai aussi, puisque Napoléon était quelqu'un qui avait compris avant tout le monde qu'il fallait unir les Français pour qu'on fasse de grandes choses. Alors évidemment, sur le plan de la liberté, ce n'est pas la liberté que nous connaissons aujourd'hui, mais bon, par exemple, une liberté qu'on oublie et qu'il accorde, c'est la liberté des cultes. Je veux dire, qui avait été très partielle sous l'Ancien Régime, puisque seule la religion catholique était officiellement pratiquée. La Révolution avait voulu éradiquer la religion. Napoléon permet aux 3 religions monothéistes, enfin protestants, catholiques et juives, de pouvoir être pratiquées, par exemple. Il est le bâtisseur de l'État moderne, le Code civil, la Banque de France, les préfectures, la création du lycée, le baccalauréat, la Légion d'honneur, etc., etc. Mais il y a cette tâche dont on se doit de parler, qui est le rétablissement de l'esclavage. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ?
Alors, le rétablissement de l'esclavage est effectivement une tâche sûrement une mauvaise décision. Napoléon a voulu, dans un premier temps, faire une synthèse, obéir à une loi de la majorité. Et là, ce rétablissement de l'esclavage était non pas programmé, mais serait malheureusement intervenu dès que la paix avec l'Angleterre était signée, parce que ce qui avait fondé l'abolition, c'était la paix avec l'Angleterre. Les révolutionnaires, qui avaient aboli l'esclavage, si je puis dire, devant un fait accompli, puisque les esclaves s'étaient libérés eux-mêmes et avaient préféré finalement Vous me dites quoi, c'est un rétablissement contraint ? C'est un rétablissement influencé, je veux dire. C'est une question qu'ils ne connaissaient pas bien, et c'est ensuite, on a pensé restaurer hélas, l'économie de l'ancien régime qui reposait beaucoup sur le sucre, etc. Enfin, l'économie des colonies. Donc, on a pensé restaurer cet empire colonial-là. C'est une profonde erreur. Napoléon le regrettera lui-même à Sainte-Hélène. Je voudrais dire qu'il n'a, contrairement, par exemple, à des contemporains comme George Washington, il n'a jamais possédé d'esclaves. Il n'a jamais écrit en faveur de l'esclavage, comme Thomas Jefferson. Et quand on voit d'autres hommes d'État, enfin tels Toussaint Louverture, qui dirigeait l'actuel Haïti, et lui par exemple, il a maintenu l'esclavage dans la partie espagnole de l'île. Donc c'est dire que le problème est complexe, et que nous sommes bien d'accord, c'est une grave erreur qu'il a commise. Alexis Corbière, je n'ai pas oublié que vous êtes professeur d'histoire. Comment parliez-vous de Napoléon à vos élèves si vous avez été en situation de le faire ? Il faut expliquer le moment, c'est 15 ans de notre histoire nationale, mais tel que je l'ai fait tout à l'heure. D'abord, on ne comprend pas Napoléon Bonaparte si on n'a pas compris la Révolution française. Le moteur de tous ces événements, c'est ça. Napoléon Bonaparte est un homme qui a 20 ans en 1789, comme on disait avoir 20 ans en 68. Oui. Donc il est marqué par ça. Il est d'ailleurs un des généraux de la Révolution. Donc c'est ça qui proclame des droits. C'est ça la force d'impulsion. C'est ça qui est le grand événement. Et comme tout ça après est confronté à des contradictions, qu'il y a des forces sociales encore en mouvement, qu'il y a des monarchistes qui veulent rétablir le pouvoir, qu'il y a des intérêts financiers qui ne veulent pas que la Révolution française et ses promesses sociales aillent jusqu'au bout. Au bout d'un moment, ils cherchent un sabre. Et ça aurait pu être Bernadotte, ça aurait pu être Jourdan. C'est ce dénommé Napoléon Bonaparte qui, par ailleurs, avait des frères qui faisaient de la politique et qui, sur la base d'une propagande, c'est un homme de propagande politique, Napoléon Bonaparte, qui fait des choses parfois qui ne sont pas tout à fait vraies, mais qui les raconte de manière superbe. La traversée du pont d'Arcole, ça n'a jamais eu lieu. Il tombe à l'eau, il est aidé, il manque de se noyer, etc. Mais il y a ce tableau extraordinaire qui nous montre un homme, drapeau, on a l'impression que c'est la révolution qui avance. Donc c'est un homme habile politiquement, c'est un politicien, c'est un homme de relations sociales, c'est pas seulement ce grand stratège militaire, il est aussi un grand stratège militaire. Mais ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce que je dis, c'est que si la Révolution et la République ne remplissent pas ses promesses, alors au bout d'un moment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Napoléon nous apprend qu'il y a toujours la tentation, qu'il faut confier le pouvoir à un homme d'ordre qui, avec la poigne, reprend le contrôle, qui censure la presse. Napoléon, c'est celui qui censure la presse. Le code civil dont on nous parle, qui d'ailleurs est une idée de Cambacérès de la Révolution, pas de lui. C'est un code civil qui donne des pouvoirs plus forts au patron qu'à l'employé. L'esclavage dont on vient de parler, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est aboli en 1794. La Révolution met en application ça et lui, il le rétablit. Donc, par rapport au contexte de l'époque, et c'est une réponse que je fais à Macron et je vais m'arrêter là, oui, c'est un recul. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'enseigner. Mais moi, je dis, vive la République, mais on ne peut pas être bonapartiste et républicain. Et là où M. Macron, me semble-t-il, prend un risque, fait un risque, c'est qu'à jouer avec cette image et à vouloir nous dire que il fait partie de notre histoire républicaine, histoire de France indiscutablement, eh bien je crois qu'il exalte à nouveau une figure possible demain qui peut être une tentation pour certains. Merci à tous les deux de venir débattre sur l'antenne d'RTL. Je rappelle Pierre Branda, Vaudelive, Napoléon à Sainte-Hélène et les écrits clandestins de Napoléon à Sainte-Hélène aux éditions Perrin.